Je pourrais faire ça avec mes U17 moi. Ouais, là tu serais pas mal. Hein. Franchement. Et puis peut-être ça passe. Franchement, on pourrait jouer la montée. La montée. Franck, bonjour. Salut, bonjour. Très bien, très bien. Ravi de t'avoir ici. On peut se tutoyer, vous voyez? Pas de souci. Bon, déjà, comment se sont passées tes vacances? Vacances un peu inhabituelles par rapport à la Coupe du Monde. Fin novembre, début décembre, comment ça s'est passé? Très bien, je pu voir mon fils et ma fille et traverser l'Atlantique parce que j'ai mon fils qui est à l'université d'Orlando. Voilà, donc on a été se balader un peu en Floride. Et puis ma fille qui vit à Montréal, un peu plus au nord, est venue quelques jours. Donc on s'est retrouvés tous les quatre, ça faisait un petit moment, donc c'était plutôt sympa. Ça fait du bien, ouais. Ça fait toujours beaucoup de bien, d'une part de voir ses enfants. Et puis il y avait cette coupure qui était là avec la Coupe du Monde. Donc il faut savoir en profiter, voir des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Et notamment, même si ça reste dans le milieu du sport, j'avais jamais vu un match de NBA en direct. Donc c'est une des choses que nous avons fait ensemble. Et puis couper un peu du foot, même si j'ai quand même dû un peu travailler, même si c'était des vacances. On arrive à couper du foot totalement ou c'est difficile? J'avais vu pendant une interview que tu disais que des fois, quand ta femme te parle, tu as quand même en tête du football. Est-ce que c'est possible de vraiment couper à 100%? Ça m'arrive parfois d'y arriver. Là, j'avoue que pendant les 15 jours, il y avait en plus la Coupe du Monde qui commençait. Et puis, on avait quelques dossiers à régler en interne. Et donc, j'étais au contact de mon directeur général et mon directeur technique pendant les 2 semaines, quasiment quotidiennement. Mais d'une manière générale, l'été en tout cas, j'essaye de couper presque complètement. Et cette trêve, Franck, elle arrive après 5 victoires consécutives en Ligue 1. Donc est-ce qu'on se dit qu'elle arrive au mauvais moment, même si tu n'as pas le pouvoir de décision sur la trêve, ou est-ce qu'on se dit on finit sur 5 victoires, ça permet de bien travailler dans un climat serein? Ce que tu as dit, c'est que d'abord, elle ne dépend pas de nous, cette trêve. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas à se poser des questions si finalement elle arrive au bon ou au mauvais moment, parce qu'elle est indépendante de notre volonté. Par contre, elle arrive après 5 victoires consécutives. Donc de ce côté-là, on part avec un capital confiance, avec le sentiment d'avoir bien travaillé et fait de belles choses pendant 4 mois et demi. Et en se disant, on a des beaux objectifs à aller chercher, des perfs à continuer à avoir. Et voilà, ressourcez-vous les gars, régénérez-vous et puis on attaque fort dès la reprise. Et Franck, toi tu es fils unique et ton premier rapport avec le foot c'était avec ton papa, si je ne me trompe pas. Tu peux nous raconter un petit peu tes premiers pas dans le football? Oui, j'étais dans un milieu où mon père est toujours d'ailleurs un passionné de football. Il se reste un peu devant les matchs du RC Lens d'ailleurs. Toujours eu le foot dans ma vie dès le plus jeune âge, sur les terrains de campagne dans un premier temps de la région havraise, puisqu'il était joueur et entraîneur d'une équipe dans la région havraise. Et puis après, quand on a été dans la région rouennaise, il a pris un club dans la région rouennaise où j'ai d'ailleurs commencé à jouer au football. Et en tant que coach, ça a été ton premier modèle? Tu as appris un petit peu de lui? Tu as enseigné des choses? En fait, déjà, souvent, un de vos premiers modèles, c'est son papa, quoi. Donc, qui plus est quand on a une passion commune comme le football. C'est sûr que lui m'a donné l'amour du foot, rien que par le fait de m'y emmener chaque dimanche quand j'étais vraiment tout petit, à partir du moment où j'ai commencé à marcher. Celui qui m'a donné le goût du foot, en tout cas, oui, c'est lui, ça c'est sûr. Donc, comme tu l'as dit, il y a eu ton papa comme inspiration. Toi, tu as aussi été une inspiration pour ton fils, Maël. Et je lui ai posé la question, quel était son meilleur souvenir de foot avec toi? Est-ce que tu sais ce qu'il m'a répondu? Tu as une petite idée ou pas? Son premier match, c'était un match amical à quelques kilomètres d'ici contre Croix. Non, je ne sais pas, un match où il avait marqué, on avait gagné en toute fin de match. Il avait marqué de la tête et c'est pas lui qui avait donné le but de la victoire. Mais, moi, il m'a parlé du premier match. Et il m'a aussi dit qu'après chaque match, vous aviez une habitude. On avait une habitude, c'est de se checker fort, mais comme je check tous mes joueurs. Mais... Il m'a parlé d'un débrief à chaque fois sur le banc, entre vous deux. Ah oui. Et qui reste un très bon souvenir pour lui. On prenait... alors, ça m'arrive d'ailleurs de débriefer sur le banc avec d'autres joueurs, mais lui, on avait pris cette petite habitude-là pendant 2 minutes de débriefer, d'écouter ses sensations.
et puis de lui dire ce que j'avais à lui dire. C'est vrai qu'il y avait autant le coach que le père, mais là j'étais sur le banc, il y avait quand même le coach, mais on avait notre petit débrief individuel, ouais, c'est vrai. Et ça a été un bon souvenir pour lui, c'est pas forcément le cas de tous les enfants qui sont coachés par leur papa. Ouais. Des fois on a le syndrome du père qui veut jouer à la place du joueur, etc. Mais lui, on en a gardé un très bon souvenir. Et toi Franck, tu as été joueur professionnel aussi. Est-ce que selon toi, il faut avoir été un bon joueur pour devenir un bon entraîneur, ou en tout cas, est-ce que ça peut aider? Que ça aide, oui, certainement. Après, je pense pas qu'il y ait une question de niveau d'avoir. On n'est pas un bon entraîneur parce qu'on a fait 500 matchs en Ligue 1. Je pense qu'on peut être bon entraîneur parce que d'abord, on a la passion du football, on a la passion du jeu et qu'on a la passion des joueurs et des gens. Voilà. Pour moi, c'est ça qui fait un bon entraîneur. Tu le disais, le management, aujourd'hui, c'est une branche qu'un entraîneur doit avoir. Peut-être qu'il y a quelques années, un entraîneur, on lui demandait d'être un spécialiste du football. Maintenant, il faut être spécialiste de l'humain. Toi, tu as 15 nationalités à peu près à gérer dans le vestiaire. Tu t'y prends comment au quotidien? Il faut toujours parler aux joueurs, leur expliquer? J'ai pas de recette, mais c'est sûr que oui, c'est un vrai poste de manager d'aujourd'hui. Même s'il y a un poste de manager général, mais c'est un poste de manager au sens large, puisque il y a, souvent les groupes, c'est 25 joueurs, parfois un peu plus, mais c'est des staffs qui sont importants. Et puis tous les gens qui œuvrent autour qui ne font pas forcément partie du staff, ni technique, ni médical, mais qui œuvrent pour la performance d'une équipe. Donc chez nous, je regarde le nombre de personnes qu'il y a autour de l'équipe. Avec les joueurs, ça fait 70 personnes. Tu fais des fois des réunions avec des joueurs, ils peuvent te demander de venir dans ton bureau pour avoir des explications? Mon bureau, il est ouvert. On a des moments aussi dans l'année pour échanger en individuel. Il y a des moments aussi avec les cadres, voilà, pour prendre la température, pour leur expliquer comment je vois les choses et puis aussi avoir leur avis parce que ça compte, avoir des retours. C'est pas de la négo, mais par exemple aujourd'hui ils sont revenus pour me dire coach, le 25 décembre, est-ce qu'on peut plutôt s'entraîner en début d'après-midi plutôt qu'en fin de matinée pour pouvoir partager un moment avec leur famille et leurs enfants le 25 au matin. Et c'est vrai que j'avais réfléchi, on avait hésité avec le staff sur l'organisation de cette semaine. Et donc on va les écouter et puis on s'entraînera le 25 à 14h. C'est des petites choses, mais c'est important d'abord de se sentir écouté, même si c'est moi qui décide au final. Mais c'est important de lâcher un peu du lest. Après, peut-être que ton message sera plus facile à faire passer si d'un autre côté, tu les as écoutés aussi. Quel est le choix de coach le plus difficile que tu as eu à faire dans ta carrière? J'en ai eu plein. Ça fait 20 ans que j'entraîne. J'en ai eu plein des choix de coach difficiles. La difficulté, c'est dans le choix à un moment du joueur, en fait. Tel ou tel joueur, pourquoi lui Parce qu'il y a des fois, et c'était vrai quand j'avais les U17 de Rennes, c'était vrai quand j'étais entraîneur en amateur, c'est vrai aujourd'hui en Ligue 1. Et des fois, tu fais un choix sur deux joueurs, il y a rien comme différence, ils s'entraînent bien. Et puis tu fais un choix parce que tu as l'intuition que c'est le meilleur, mais des fois pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu te dis, même des fois, souvent jusqu'à la veille, alors ça arrive pas très souvent, mais j'ai des hésitations encore. Des fois même à l'échauffement? Non. À l'échauffement, tu es sûr de toi, tu as ton équipe, tu changes pas? Jusqu'à les rares fois où j'ai des hésitations, c'est jusqu'à la veille, avant le dernier entraînement. Alors ça m'arrive pas très souvent, mais ça peut m'arriver, et ça m'est arrivé. Et il y a un moment, je dois décider. C'est ton intuition d'entraîneur, il faut l'écouter en plus, ton intuition d'entraîneur. Et puis c'est à toi de faire le choix à ce moment-là. Même si tu peux consulter, si tu peux écouter de nouveau, ton staff notamment, mais c'est toi qui dois faire le choix. Donc, tu la donnes quand la composition, toi? Factuellement, je la donne 2 heures en gros quand je fais la dernière causerie, 2 heures avant le match. Mais les joueurs, je pense que si vous leur demandez, ils savent très bien la veille. Quasiment 99 fois sur 100, ils savent la composition. Par rapport à la mise en place? Par rapport à la mise en place, parce que à partir du moment où j'ai fait un choix, même si parfois sur une mise en place, ça peut moins bien se passer, ou collectivement, ou pour un joueur, mais j'ai jamais changé après ma mise en place. Ok. Et est-ce qu'il y a un choix, là, le premier qui te vient en tête, que tu regrettes en tant qu'entraîneur? Je pense qu'il doit en avoir, mais là, si tu en as un qui vient en tête direct, peut-être que ce joueur, j'aurais pas dû faire ci, le sortir comme ça, lui
faire ci, faire ça. Ah ouais, il y en a un qui vient en tête, c'est quand il y a 2 ans, on se fait éliminer au Red Star en Coupe de France. On gagnait 2-1, le match à ce moment-là on le maîtrisait plutôt. Et puis je voulais faire entrer, alors comme il est plus joueur, c'est d'autant plus facile d'en parler, c'est KU qui est devenu un de mes adjoints. Enfin, j'avais l'intuition que c'était le moment de le faire entrer. Et puis c'était un terrain synthétique à Boer à l'époque qui était un peu fatigué. J'ai hésité parce qu'il y avait les genoux un peu qui fatiguaient et qu'on enchaînait des matchs derrière. Tu l'as pas fait rentrer finalement? Et non, je ne l'ai pas fait rentrer parce qu'on a un peu échangé avec le staff, on pensait que ça allait pouvoir, qu'on allait gagner ce match 2-1. Mais je l'ai regretté parce que je ne suis pas allé au bout de mon intuition. Et on l'a perdu, le match finalement 3-2. Et je pensais que ce match-là, à ce moment-là, il aurait pu bien verrouiller, bien fermer le match. Et voilà, j'ai ce regret en tête. Bon bah désolé d'avoir ces mauvais souvenirs. Non, mais c'est important aussi on demande aux joueurs de réfléchir à leur performance, qu'il y ait une forme d'introspection un peu. Et il faut que les coachs aussi se disent, et surtout se disent, bon, de toute façon, ce moment-là, je ne peux plus revenir en arrière, mais ça doit permettre de dire, quand tu sens quelque chose… Ouais, l'intuition, très important. Fais-le, voilà, fais-le. Franck, regarde, on a un nouveau maillot, donc c'est le nouveau maillot du RC Lens pour la Sainte-Barbe. Ouais. Sainte-Barbe, déjà, qu'est-ce que tu en penses de ce maillot? D'abord, il est magnifique, il est couleur or. Alors d'abord, il rappelle un maillot d'une grande époque que le club a connu. Au début des années 2000. C'est la mine, c'est les gens qui ont travaillé dans les mines notamment, avec le noir qui symbolise aussi la gaillette, donc le charbon. L'écusson qui est un des écussons, des logos du début du club, un des logos historiques qui est magnifique, une super impression. Et puis là, les gens ne peuvent pas le voir, mais il y a les parties métalliques des chevalets des mines qui sont sérigraphiées. Et on a aussi les numéros et les noms des fosses, donc des mines qu'il y a autour de Lens. Donc c'est un maillot qui est vraiment magnifique, fabriqué en France. Tu sais contre quel club tu vas le porter? Contre Paris Saint-Germain, oui. Le 1er janvier. Tout à fait. Comment on aborde un match comme ça face au PSG? D'abord, c'est des matchs toujours faciles à préparer, parce qu'on joue Paris et que c'est le club qui est au-dessus en France depuis maintenant quand même pas mal d'années. Ton objectif là, c'est de ne pas t'adapter à l'adversaire, de garder tes mêmes principes de jeu, ou on est obligé de s'adapter contre une équipe comme Paris? Chaque match a des adaptations à faire. Donc que ce soit Paris ou n'importe quel adversaire de Ligue 1, il y a toujours des adaptations sur les problèmes à gérer en fait. Sur les problèmes à gérer, alors avec Paris, il y en a un peu plus. Mais il y a toujours des choses sur lesquelles on est obligé de s'adapter. Tu disais c'est un match facile à préparer, mais je crois que tu as dit dans une interview sur la centaine de matchs que tu as dirigés, tu es tombé sur aucun match facile sauf un. On avait battu 3 l'an passé à la maison, on avait fait un très très gros match presque du début à la fin. On devait gagner 3-0 à la mi-temps. Et c'est un match où en fait il y avait une réelle différence de niveau, très peu inquiété. Et jusqu'à la 4, d'ailleurs on avait marqué le 4e en fin de match. Jusqu'à la fin, les joueurs on n'avait pratiquement pas relâché la pression. Et c'est un match qu'on avait gagné, je dirais, logiquement, mais facilement. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais très logiquement. Franck, pour finir, j'ai 4 questions à te poser. Mais l'idée, c'est que tu essayes d'y répondre instinctivement, plutôt rapidement. La première chose qui te passe par la tête. D'accord? T'es prêt? Je suis prêt. Si tu pouvais changer une seule chose dans le foot actuel, ce serait quoi? Le calendrier peut-être? Ouais, les calendriers. J'espère qu'un jour on aura des calendriers encore plus chargés. Ah bon? Ouais, j'espère. C'est ironique là. Non, c'est pas ironique. Non, je parle pour le Racing Club de Lens. Ah, ça veut dire qu'il y aura des semaines occupées, des semaines européennes. Vous avez tout compris. J'ai bien compris. Le top 3 des qualités qu'un joueur doit avoir pour être un très bon joueur. Intelligent, résilient et curieux. Ok. Les top 3 des qualités qu'un coach doit avoir pour être un
Très bon coach. Je pourrais presque dire la même chose. Ouais. Quand tu répondais, je me suis dit, ah, mais c'est la même chose peut-être. Ouais, Coach. je pourrais presque dire la même chose. Et dernière question, je sais que c'est difficile pour un coach d'y répondre, mais quel est le meilleur joueur que tu as eu sous tes ordres, ou en tout cas le joueur que tu as préféré entraîner? Ouais, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile comme de façon pas ironique mais humoristique. J'avais parlé dans mes premières années d'entraîneur, j'avais eu un joueur qui était mon capitaine au Stade Mayennais, qui était un joueur très très doué, qui s'appelle Anthony Guyard. On a eu 3 ans à jouer le maintien, quasiment toutes les années en CFA2 à l'époque. Et je pense que, bien sûr qu'il y avait une équipe autour, mais si je ne l'avais pas eu pendant les 3 ans, je pense qu'on ne se serait pas maintenu. Voilà. Ok. Anthony, c'est ça? Anthony Guyard. Bah Franck, merci pour tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et au RC Lens pour la deuxième partie de saison? Et bah de rester le club qu'on est, voilà, de rester avec les mêmes ambitions, la même volonté de donner de l'émotion, de prendre du plaisir, et puis tout en restant à notre place, sans nous prendre pour d'autres, mais d'avoir la ferme ambition d'aller le plus haut possible. Ok, bah c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Un Si calendrier chargé pour l'année prochaine. Ouais, si ça pouvait être le cas, ce serait pas mal. Merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir, c'était ma première interview. D'accord, ah, ok. La toute première, donc bon, bah alors, ça m'a fait plaisir de la faire avec toi. Ça je savais pas, je savais que tu étais un sélectionneur heureux et ça je savais. J'ai découvert que tu entraînais une équipe de U17. Ouais, c'est ça, dans la région lyonnaise. Niveau amateur, hein. D'accord. Mais je prends beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup au quotidien, j'essaye de progresser, de leur apprendre des choses, d'apprendre d'eux, parce que les joueurs nous apprennent aussi beaucoup. Ouais, ça c'est sûr. Et tu entraînes depuis combien de temps? Alors moi j'ai fait une année pleine en U13, où j'entraînais dans un autre club. D'accord. Après la deuxième année U13, il y a eu le Covid. Okay. L'année dernière j'ai fait une année U17, et là c'est ma deuxième année U17. Donc j'ai fait deux saisons pleines. D'accord. Et tu joues encore ou? Non, je joue plus, je fais un peu de futsal maintenant. D'accord. Mais je joue plus, c'est dur avec la vie de famille d'être joueur et entraîneur. Et j'ai fait le choix de rester entraîneur là. Okay. C'est dur de faire les deux quand même, hein, joueur et entraîneur. Je l'ai fait une année. Je l'ai fait une année entraîneur-joueur, enfin dans la même équipe, ouais, ma première année. Stade Mayennais justement. Je pourrais faire ça avec mes U17 moi. Ouais, là tu serais pas mal. Hein. Franchement, je pense qu'on... Tu te rases. Ouais, je me rase. Un peu plus près. Et puis peut-être ça passe. Franchement, on pourrait jouer la montée, je pense. Montée. Ouais. On pourrait. Ouais, mais non, c'est pas facile. Et puis je me doute que si tu veux jouer encore un bon niveau, t'entraîner sérieusement, faire l'entraînement et avoir une vie de famille. Et puis tout ça aussi. Et le boulot. Le boulot, il y a des choix à faire. Il y a des choix. Mais je regrette pas mon choix de coacher là. Okay. Franchement, j'aime bien. Bon. Parfait, tant mieux. Et c'est les plus jeunes qui ramassent, tu disais, le matériel? Ouais. C'est une tradition ça? Ouais, c'est une tradition. Moi j'ai un gros problème de ramassage de matériel avec mes U17. Ils ramassent pas, j'ai tout essayé, hein, équipe perdante, etc. Ouais, tu me conseilles quoi? Moi pour le coup, quand j'avais des plus jeunes, notamment à Rennes où j'ai eu longtemps des 17, il y avait des responsables de matériel par semaine, quoi. Et si toi en plus tu donnes un coup de main et tu montres l'exemple, je pense qu'ils vont avoir du mal à ne pas te suivre. Ok. Bah, merci du conseil. En tout cas, ça va me servir parce que c'était un gros problème. Tu me rediras. Merci beaucoup. Dame lo que no que yo me voy, sé, pángale en un server.